Très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de choisir notre chaîne pour vous informer. Ouvrons cette édition d'information par la politique. Affaire Masra. Finalement, l'ancien Premier ministre Dr Succès Masra a été auditionné par le procureur puis par le juge d'instruction cet après-midi. Dr Masra est désormais en détention préventive. Son parti, les transformateurs, dénonce une manipulation politico-judiciaire orchestrée pour tenir l'image de leur président. Pour plus de précision, je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du secrétaire général du parti Les Transformateurs. Les transformateurs expriment leur profonde préoccupation face à cette dérive totalitaire du système politico-judiciaire, alors même que l'engagement du président Dr Succès Masra en faveur de la paix, du dialogue et de la justice est reconnu de tous. Cette décision vient mettre en mal un effort soutenu de refondation et de reconstruction de l'État tchadien. Les transformateurs condamnent fermement cette manœuvre politique totalement injustifiée qui sape les efforts du processus d'un dialogue sincère. Face à cette situation, les transformateurs interpellent le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour qu'il prenne toutes ses responsabilités de garant de l'unité nationale, afin de faire libérer le président Dr Masra Succès dans les meilleurs délais. Les transformateurs demandent au président de ne pas négliger la capacité de ces peuples qui, malgré la colère, est resté calme en espérant une décision juste de libération. Car ces peuples est convaincu que le procès que nous venons de voir, ou du moins la procédure à laquelle nous avons assisté jusque-là, est purement politique. Qu'un député de la République aurait dit qu'un colis est en route, qu'un colis serait en route vers Clisson. Et cela, en d'autres termes, veut dire qu'il y a des manipulations et peut-être des tortures qui attendent le président. Nous voulons ici mettre en garde tous ceux qui auront la responsabilité et la charge de notre président de ne pas toucher à sa personne. Ça, ils ne doivent pas oser. Et nous le dirons de la manière la plus ferme, aujourd'hui et devant tous. Que ces gens qui s'amusent à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux connaissent leurs limites. Il y a des choses qui sont autorisées, mais quand un représentant du peuple se permet de tenir ce genre de langage, alors nous avons de quoi nous inquiéter. Les violences intercommunautaires récurrentes et meurtrières continuent de déchirer malheureusement le tissu social dans plusieurs localités du pays, en particulier au sud du Tchad, alimentées par des litiges fonciers, la pression sur les ressources naturelles et de profondes rivalités historiques. Ces affrontements laissent un lourd tribut humain et compromettent durablement la paix sociale. Malgré l'ampleur du drame, la réponse étatique demeure timide, voire inexistante. Diana Nepitimbaï a enquêté sur les causes profondes de cette crise et le blocage institutionnel qui empêche une résolution durable. Suivez. Les tragédies de Sandana, de Mandakao ou encore celles qui s'étaient déroulées dans les provinces du Guéra ou de Salamat constituent des exemples emblématiques de l'incapacité des pouvoirs publics à anticiper et désamorcer des tensions devenues presque cycliques. À chaque nouvelle flambée de violence, la question revient avec acuité. Où est l'État lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de ses citoyens? Face à ces drames, les chiffres glaçants et les témoignages poignants dressent le constat d'un État défaillant, dont l'absence sur le terrain favorise l'impunité et la récidive. L'analyse politologue Dr Yamige Betenbaï éclaire les origines multiples de ces sempiternels conflits et dénonce les limites structurelles de l'appareil étatique. Il y a des mécanismes locaux de gestion de ces types de conflits qui existent, sauf qu'on observe un déclin de ces mécanismes locaux. L'autre chose qu'on observe, c'est une inefficacité des réponses
développées par l'État pour faire face à ces conflits. Lorsque des biens des citoyens sont détruits, lorsque des vies humaines sont atteintes, la justice ne parvient pas à dire son mot sérieusement. Ce qui a comme conséquence, au niveau de la base, de produire une perception regrettable dans les communautés. C'est qu'à la base, les populations ont l'impression qu'il y a une collision entre la justice et l'État. On observe sur le terrain des gouverneurs qui ont des troupeaux de bétail, des gouverneurs qui ont des champs. Et donc, dans ces cas de figure, lorsqu'il y a une tension, un affrontement, ces autorités administratives se retrouvent eux-mêmes acteurs de ces conflits. Les conflits intercommunautaires au Tchad s'enracinent dans des dynamiques historiques complexes aggravées par la compétition économique, les effets du changement climatique et la prolifération incontrôlée des armes. La responsabilité de l'État est interpellée. Que l'État apporte les moyens institutionnels, moyens matériels aux acteurs à la base qui font déjà un travail de sensibilisation ou de prévention. Les autorités traditionnelles, malheureusement, elles sont tellement politisées que leur parole devient de plus en plus inefficace. Mais un effort de dépolitisation des chefferies traditionnelles, des autorités traditionnelles, pourrait aussi permettre de les positionner comme des acteurs animant des mécanismes locaux efficaces. Une meilleure préparation des forces de défense et de sécurité à agir sur ces genres de sujets, sur ces genres de phénomènes, pourrait aussi permettre de donner une image un peu plus correcte, un peu plus propre de l'État. Il ajoute que les stéréotypes négatifs et les rancœurs héritées de violences passées exacerbent des tensions. Tant que ces clivages ne seront pas pris en compte dans une politique nationale de réconciliation, la fracture sociale ne cessera de s'élargir. Le projet d'implémentation d'une usine de transformation de canne à sucre et du riz qui s'étend sur 36 000 hectares dans la sous-préfecture de Baturo, située à 20 km au nord de Kélo, dans la Tandjilé-Ouest, suscite des interrogations au sein de la population locale. Selon les habitants, le projet imposé sans réelle concertation ne tient pas compte des réalités du terroir et menace donc directement leur terre ancestrale. Environ 45 villages risquent d'être déguerpis sans aucune alternative claire. La population s'interroge: où irons-nous vivre? Ils sont au micro de Pawansi Irène et Lazare Mbaïngade. Si seulement c'est l'implantation, il n'y a pas de souci, mais occupation de la surface pour le labour du riz et de canne à sucre. Mais cette surface qu'on va maintenant occuper, mais la population qui vit déjà sur cette terre va aller où? C'est la question qu'on se pose. Surtout les 40 quelques villages qu'on veut les déménager pour les amener où? Mon avis par rapport à l'implantation de l'usine, moi je trouve que c'est bon, sauf que il faut faire l'étude de faisabilité sur le terrain, voir quelles sont les mesures d'accompagnement de la population qu'on va occuper le terrain, parce que moi je trouve que ici, dans la zone, là, le problème de terrain là, fait toujours problème. Le problème foncier surtout. Donc, les gens, ils sont là pendant des années. C'est là où ils travaillent. Donc, s'il faut implanter une usine ici, c'est très bon. Mais sauf que l'espace que les gens vont occuper, ça va prendre en compte les habitations et autres. Donc, ces habitants-là, il faut trouver des mesures d'accompagnement où on doit les mettre. Quand ils ont dit que l'usine de canne à sucre est arrivée ici à Baturo, là, et c'est bon. Et Baturo devient déjà une grande ville et nous allons produire des sucres et c'est un avantage. C'est bon parce que Baturo va devenir une grande ville et c'est aussi un avantage pour nos progénitures et pour moi également. En tant qu'un jeune, j'ai applaudi cela. Et ce qui m'a un peu touché,
et qu'après l'installation de l'usine, il y aura absolument le déplacement des populations. C'est que cette occupation des terres, ce n'est pas seulement les 2 ou 3 parents qui vont se déplacer. On a parlé de 30 000 quelques hectares. C'est là il y a 40 quelques villages. Et dans une seule village, il y a combien de populations qui vivent là? Et quelle terre ils vont occuper après cela aussi? Vous voyez, maintenant on a la carence. Pour retrouver à manger, là, c'est des problèmes. Mais il nous parle qu'il veut nous déplacer, les gens là, nous ne sommes pas d'accord. Déplacer les gens là, en tant qu'une femme là, et mes enfants là, je vais leur garder ça où d'abord. Maintenant, là où nous sommes là, pour labourer là, nous les gens craignent des problèmes à cause de ça. Il y a des morts par-ci, par-ça, par-là, et puis et notre inquiétude c'est pour l'hygiène là. L'hygiène c'est bon. En tant que l'hygiène là c'est bon, mais déplacer les gens là ce n'est pas bon. La ceinture verte en tant que projet de reboisement et de lutte contre la désertification constitue une valeur stratégique majeure pour un pays comme le Tchad, longtemps confronté à de nombreux défis environnementaux, économiques et sociaux. Mais 17 ans après la mise en œuvre de ce projet, quel avenir pour une telle ambition pour les autorités tchadiennes? Suivez plutôt l'analyse de Madjilem Alphonsine avec le récit de Lone Evelyne. Le Tchad, situé en zone sahélienne, subit les durs effets de l'avancée du désert, dû au dérèglement climatique. La ceinture verte, l'un des projets du feu maréchal Idriss Déby Itno, initié en 2008, constitue une barrière naturelle contre les menaces climatiques, car les arbres réduisent tout naturellement l'érosion et améliorent les conditions de vie des populations en matière de réchauffement climatique, ce qui diversifie les ressources naturelles en assurant la sécurité alimentaire. La ceinture verte permet également d'atténuer les tensions entre agriculteurs et éleveurs d'une part et renforcer la cohésion sociale des communautés d'autre part. Aujourd'hui, la question de la protection de l'environnement demeure un défi universel pour les acteurs de l'écosystème. Cependant, ce vaste projet devrait être encouragé et entretenu. Malheureusement, il subit plutôt des menaces de l'homme par ses activités. La ceinture verte n'est pas seulement une solution en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, mais une stratégie de développement durable adaptée aux réalités sahéliennes et tchadiennes. Dans la ville de N'Djamena, cité capitale, la problématique de l'occupation anarchique des espaces verts prend de plus en plus de l'ampleur, menaçant ainsi l'équilibre environnemental et urbain. Dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena, par exemple, la mairie s'est dit consciente de la situation et entend prendre des actions pour mettre fin. Notre équipe est allée à la rencontre du maire de cet arrondissement pour mieux comprendre les actions engagées dans ce sens. Koinito Jacques Jeannette. Les espaces verts, initialement réservés à l'embellissement urbain et à l'équilibre écologique, sont aujourd'hui détournés de leur vocation première. Dans le 3e arrondissement, plusieurs sites sont occupés illégalement, parfois même à l'aide de documents d'autorisation douteux. Face à cette situation, le maire affirme que la mairie n'est pas restée indifférente. Il reconnaît que certaines personnes parviennent à obtenir de façon illégale des documents leur permettant d'installer des constructions ou des activités sur ces zones. Mais un vent de changement souffle sur la ville. Selon le maire, un plan d'aménagement urbain est en cours dans l'ensemble des 10 arrondissements. Ce plan prévoit non seulement la création de nouveaux espaces verts, mais aussi la protection stricte de ceux déjà existants. Il y a une question de négligence. Ces espaces ont été réservés pour pouvoir aérer la ville d'abord et aussi pour pouvoir donner un cadre de vie sain à la population tchadienne d'une manière générale. Mais malheureusement, à nos grandes surprises, nous constatons qu'il y aura des occupations anarchiques par des relations, par des copinages, par des trucs comme ça. Les gens trouvent des autorisations et des documents pour venir occuper ces espaces. Tous les réserves de l'État qui ont été occupées anarchiquement,
et aussi de proposer des pistes de solutions pour pouvoir récupérer ces espaces dans un bref délai pour que toute la population tchadienne profite de ces espaces qui ont été réservés pour eux. Avec la mise en œuvre de ce plan d'aménagement urbain, la mairie du 3e arrondissement entend tourner la page du désordre et s'inscrire dans une dynamique de ville propre, saine et respectueuse de l'environnement. La réussite de cette vision dépendra toutefois de la rigueur des autorités et de l'implication citoyenne. Éducation, rendons-nous dans nos provinces. Les festivités marquant la semaine d'excellence organisée par la commune de Doba ont pris fin par une activité sportive. Il s'agit de la course d'endurance qui a mis aux prises les jeunes filles ou garçons. C'est sous l'égide du maire adjoint de la commune de Doba, Yobel Ngara Giscard, accompagné par des responsables sportifs et éducatifs de la localité. Suivez plutôt. Organisée par la commune de Doba, la semaine d'excellence, comme son nom l'indique, a pour but de promouvoir la culture de l'excellence, primer les élèves gagnants ainsi que créer un lien de brassage pour les élèves issus des différents établissements sélectionnés. Pour assurer la bonne sécurité des conquérants, on peut avoir agents municipaux, agents de la police nationale et de la délégation sanitaire représentés par les ambulances et kits médicaux. Dans cette compétition, la gagnante de la course féminine pour la course de 3 km avec un temps de 12 minutes et 11 secondes et Kager Aladoum pour les garçons de 5 km sort premier avec 17 minutes et 16 secondes. Reçu des mains des autorités les différents prix, Madame Amadibey Viviane, inspectrice départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de la PND, par ailleurs présidente du comité d'organisation de la semaine d'excellence, s'est dit très heureuse du choix porté aux établissements de sa circonscription et demande aux personnes de bonne volonté de soutenir de telles initiatives éducatives pour mesurer les talents de ces jeunes progénitures. Miss Dongarti Nodinon, maire de la commune de Doba, a quant à lui remercié les personnes impliquées dans l'organisation de cette semaine d'excellence tout en chantant les mérites que regorge la province du Logone oriental. Dans notre province qui fut jadis considérée comme le quartier latin, l'école a été le berceau des idées novatrices et des esprits éclairés du Tchad. Car elle a formé des générations d'élèves qui, par leur savoir, ont contribué à bâtir notre nation. Clôturant ces assises de la semaine d'excellence, le secrétaire général départemental représentant le préfet de la PND, Mohamed Hachim, souligne que la promotion de l'éducation doit être à tout niveau pour soutenir les autorités. La réussite témoigne le travail acharné et le dévouement du talent de chacun et chacune, mais aussi mettre en lumière l'importance de l'éducation et de reconnaître les efforts considérables déployés par nos apprenants et nos enseignants. Il faut noter que 6 ordinateurs et 12 enveloppes ont été remis aux différents élèves participant à cette semaine d'excellence en guise d'encouragement. Retour sur la série de débats organisés dans le cadre du bilan de l'an 1 du mandat du président de la République sur nos antennes. Eh bien, le débat d'hier était axé sur le chantier 4 qui porte sur l'éducation justement. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique a évoqué la question de l'accès à l'éducation et surtout l'implication des maîtres communautaires dans les différentes institutions. Le ministre Aboubakar Tchoroma, dans un propos sélectionné et proposé par Natacha Mabia. Il faut recruter. On est en manque aujourd'hui d'instituteurs. Est-ce que vous le savez? On manque d'instituteurs. Quand on parle aujourd'hui des baisses des niveaux, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'instituteurs, des gens qualifiés pour apprendre. L'enfant là, qu'on l'a amené, qui sait à peine parler, on lui apprend de lire, écrire et compter. Celui-là, il doit avoir une formation spécifique. Et ça manque à l'éducation nationale. Je dis le besoin est là. Le ministre Kosmadji a souligné cela et je suis en train de l'appuyer pour dire qu'au niveau de l'éducation nationale, on manque d'instituteurs, on manque d'enseignants en général. Il y a quelques années, on manquait d'enseignants scientifiques. On a contractualisé 2500.
Après, ils étaient intégrés. On a réglé un peu le problème d'enseignants scientifiques. Maintenant, il y a le problème d'enseignants de français. Au Tchad, on n'a pas d'enseignants de français. D'enseignants d'arabe, c'est-à-dire que grammairien arabe, tout ça, il n'y en a pas assez. Et on n'a pas d'enseignants de philosophie, par exemple, intégrés. Donc, il y a des profils qu'on en a besoin au niveau de l'éducation nationale, surtout au niveau de la base. C'est-à-dire que la refondation, qui est notre sujet actuellement, ça doit se faire au niveau de la base. Donc, il faut intégrer des instituteurs qualifiés, formés dans les écoles normales. J'ai essayé d'expliquer, en tout cas exprimer notre inquiétude par rapport à la durée de l'année scolaire. En N'Djamena, dans les grands centres, on peut faire 9 mois. Mais au village, 9 mois, c'est impossible. Parce que finalement, les parents te disent non, les enfants sont au champ. Tu vas dans un village, ils te disent non, nous on n'envoie pas nos enfants à partir du 1er octobre. Il faut attendre novembre, il faut attendre début décembre. La récolte d'abord. Et nous, au niveau de l'éducation nationale, après mon retour, on a étudié cette question-là et il y a des réflexions qui se font actuellement. Page culturelle de cette édition, le 21 mai de chaque année, se célèbre la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Cette journée organisée par l'UNESCO a pour but de célébrer non seulement la richesse des cultures mondiales, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Le récit de Frida Ketem. L'UNESCO a adopté la Déclaration universelle sur la diversité culturelle en décembre 2002. L'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution, a déclaré le 21 mai comme la Journée mondiale pour la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. En 2015, la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution sur la culture et le développement durable, affirmant la contribution de la culture au développement durable, reconnaissant davantage la diversité naturelle et culturelle du monde et que les cultures et les civilisations peuvent contribuer au développement durable et en sont des catalyseurs essentiels. Cette journée donne l'occasion d'approfondir la compréhension de l'homme sur les valeurs de la diversité culturelle et de favoriser la progression des 4 objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005. Selon l'UNESCO, 89% de tous les conflits actuels ont lieu dans des pays où le dialogue interculturel est faible. Pour forger une coopération efficace et maintenir la paix, le renforcement du dialogue interculturel doit être une priorité. Cependant, le secteur culturel et créatif n'a toujours pas sa place qu'il mérite dans les politiques publiques et la coopération internationale. Plus grande conférence mondiale consacrée à la culture de ces 40 dernières années, Mondiaculte 2022 a réuni pendant 3 jours à Mexico près de 2600 participants. 150 États ont répondu à l'intervention de l'UNESCO et du Mexique. En envoyant des délégations, 135 d'entre eux étaient représentés au plus haut niveau par leur ministre de la Culture. Les traités internationaux s'efforcent de protéger et de sauvegarder le patrimoine culturel et naturel mondial, dont les sites archéologiques, le patrimoine aquatique, les collections des musées, le patrimoine immatériel comme les traditions orales et d'autres formes de patrimoine, tout en soutenant la créativité, l'innovation et l'émergence de ce secteur culturel dynamique. La diversité culturelle est une force motrice du développement pour la croissance économique et comme moyen de mener une vie intellectuelle en affirmant son atout indispensable pour éliminer la pauvreté. Au Cameroun, juste à côté, un nouveau projet vient de naître. Ce nouveau projet touristique est dénommé Ndole City, un projet qui a pour but de contribuer au développement d'une Afrique futuriste en facilitant l'insertion socio-professionnelle de jeunes diplômés sur l'ensemble du continent africain. Minga Madjiberam Christian nous en parle.
Après 14 ans de dur labeur, le bout du tunnel est enfin perceptible pour ce groupe de jeunes citoyens du monde qui ont eu un rêve, c'est lui de voir naître sur la terre de leurs ancêtres la réalisation de leurs vœux en actes concrets, l'Undole City. Selon les promoteurs, l'objectif est d'être le moteur de la croissance économique du développement du Cameroun, du Tchad et de l'Afrique centrale dans tous les secteurs d'investissement et d'activité afin de jeter les bases d'un avenir meilleur, plus sûr et plus prospère au Cameroun, au Tchad, en Afrique centrale en particulier et l'Afrique en général. Présenté et lancé officiellement le 17 décembre 2024 à Yaoundé au Cameroun, le projet Ndole City, appartenant au groupe World Dream Investment, est localisé dans l'arrondissement de la Dibamba, département de la Sananga maritime, région du littoral. Ce projet est implanté sur un espace de 1500 hectares sous le leadership d'un jeune Camerounais junior, Abraham Ngosso. Il ambitionne de créer plus de 2 millions d'emplois directs avec un pic de près de 5 millions de touristes nationaux et internationaux. Un projet bancable et apprécié aussi bien au niveau national qu'international. Faisant partie des invités d'honneur le jour du lancement, le ministre d'État, ministre du Tourisme, représentant le Premier ministre, a renchéri dans son discours circonstanciel que c'est un méga projet qui va construire une ville futuriste, écologique, dont le financement à mobiliser sera à hauteur de 6 milliards de nos francs. C'est l'un des plus grands projets jamais réalisés au Cameroun et donc, ajoute-t-il, et je cite, c'est une consécration que notre pays, par la volonté de son chef, s'est engagé à développer les projets innovants. Fin de citation. Le promoteur envisage réaliser le dit projet sur une durée de 7 ans. Ceci dans le but d'attirer 5 millions de visiteurs et d'offrir aux jeunes Camerounais de découvrir les richesses de leur pays. C'est au prix du temps, du courage, mais aussi de l'espérance qu'après environ 14 bonnes années de dur labeur, ce projet puisse vivre et qui fera d'ici peu une peau neuve, non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique centrale. Mingamaj Beram Christiane, à l'instant, merci. La perte d'un proche est une preuve bouleversante marquée par des rituels de deuil, dont la visite du corps. Longtemps considéré comme un moment réservé uniquement aux adultes, cette pratique soulève aujourd'hui des interrogations. Doit-on permettre aux enfants de visiter le corps? Ce sujet a intéressé Vumpa Keihoube avec le récit de Haïki Lydia. Dans les sociétés africaines en général et tchadiennes en particulier, la visite du corps était strictement encadrée et souvent interdite aux enfants. Le deuil était une affaire d'adultes et la mort un sujet que l'on évitait de confronter trop tôt. Mais les temps changent. Désormais, certains parents choisissent d'associer leurs enfants aux cérémonies funéraires, y compris à la visite du corps, question de rendre un dernier hommage à leurs parents. Interrogé à ce sujet, le sociologue Loadjambe Christian explique. Ce sont les parents même qui viennent présenter l'enfant ou bien faire voir le corps d'un proche qui est décédé. Mais pour un enfant qui ne comprend rien, d'abord le corps exposé, l'enfant ne sait même pas de quoi il s'agit. Quand on lui présente, même là, il est indifférent. Il ne comprend rien même sur ce qu'on l'oblige à faire. Donc, à mon avis, je crois que du point de vue sociologique, le fait même d'amener les enfants visiter le corps n'a pas de sens. Mais si j'ai eu un conseil à donner, c'est que c'est mieux d'abandonner cette pratique. Le psychologue Lazare Hamad explique les répercussions émotionnelles sur ses enfants. Pour moi, la visite du corps doit s'inscrire dans cette logique-là. Pour ne pas simplement que ça soit du folklore ou c'est là que ça puisse traumatiser. Parce que déjà les enfants, disons que jusqu'à l'âge de 5 ans d'abord, ils n'ont même pas la notion de la mort. Ça veut dire que ce qu'on fait, ça ne contribue en rien pour eux. Actuellement, la visite du corps, on appelle par exemple la mort rouge, peut traumatiser les enfants. Les cas, la mort par accident, les morts par noyade, parce que souvent c'est des morts brusques pour lesquelles il n'est pas totalement conseillé, même pour nous les adultes. Alors si dans une société où tout le monde peut visiter les corps, même les enfants, pour moi, il faut maintenant voir en fonction de l'âge de ces enfants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut le voir, les types de morts. Je parlais de la mort rouge ou des morts brusques, tout ça. Est-ce que ça va contribuer? Sinon, véritablement, il faut dire que
Pour un enfant, visiter le corps, effectivement, ça peut le traumatiser. Ça peut même avoir des répercussions à long terme. Pour éviter le traumatisme, il est important d'orienter les messages et l'encadrement adaptés aux enfants en fonction de leurs âges. La vue d'un corps sans vie peut être extrêmement perturbante pour un enfant. Selon la sensibilité des adolescents, ils peuvent développer de l'anxiété, de la confusion, voire des troubles du sommeil. La décision d'amener un enfant doit être prise avec grande prudence pour la protection de la progéniture et il sera judicieux d'évaluer la grandeur de risque que courent les enfants. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. Tout à l'heure à 20h15, Nassour Al-Habib viendra ici pour le journal en arabe et à 21h, la suite de la série de notre débat consacré au bilan de l'an 1 du mandat du président de la République. Quant à moi, je vous retrouve demain, 19h30, Inch'Allah.